Bonsoir, merci beaucoup d'être présent ce soir au Musée national de la Marine pour cette nouvelle conférence du cycle Archéologie dans la Cité que Anne Leheur, professeure des universités, a inventé en 2021, a conçu en 2021. Il y a déjà eu beaucoup de conférences chez un groupe de partenaires prestigieux. Le musée de l'Homme, le musée d'archéologie nationale, le musée du Quai Branly Jacques Chirac, l'Institut national du patrimoine et le musée national de la marine est le dernier petit venu dans ce cycle. Et merci beaucoup Anne d'avoir pensé à nous associer. L'archéologie a évidemment toute sa place au musée national de la marine. Et si vous avez déjà visité le parcours permanent, vous avez pu voir des traces et des réflexions sur l'archéologie sous-marine au sein du musée à travers des collections exceptionnelles. Donc nous sommes très heureux, Anne, que tu aies pensé au musée national de la marine et de vous accueillir aujourd'hui pour cette première conférence, qui est une première conférence, j'espère, qui sera suivie de nombreuses autres. Et tu as pensé à la thématique des littoraux, mais tu as encore plein de thématiques en tête. Donc c'est une première. Et très bonne soirée et à très bientôt pour les suivantes. Merci Marion. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, nous sommes extrêmement heureux de pouvoir inaugurer le partenariat avec le musée de la Marine pour cette première conférence. Effectivement, première conférence avant d'autres conférences. Alors, on est pour cette thématique face à la mer. On n'est un peu encore pas tout à fait dedans, mais justement, on disait qu'on irait un jour plus loin. Et qu'on aurait d'autres thématiques à développer dans le cadre de ce cycle, effectivement, qui a vu le jour en 2021 avec des partenaires qui sont présents ce soir. Rose-Marie Mousseau, qui est directrice du musée d'archéologie nationale. Nous avons également le Quai Branly qui est représenté ce soir parmi les partenaires. Alors, on arrive à un moment dans l'année qui est ultra chargé. On sort du week-end des journées européennes de l'archéologie. Donc, il y a eu beaucoup d'événements autour de l'archéologie. Donc, je ne dis pas qu'on arrive le jour d'après, mais il y a effectivement eu beaucoup de choses, ce qui veut dire que l'archéologie est riche à différents égards. Alors, le cycle a une identité particulière dans ce cadre-là, parce que ce qui nous importe dans le cadre de ce cycle, c'est de partager les résultats scientifiques de l'archéologie, les réflexions des professionnels de l'archéologie avec la société, avec la cité, avec le public, et nous aimons associer des professionnels de l'archéologie, dont c'est le quotidien, et puis des acteurs qui ont, j'allais dire, affaire, maille à partir avec les archéologues, parfois de manière tout à fait volontaire et enthousiaste. Et donc, voilà, nous abordons c'est ce fil rouge qui est abordé à chaque conférence de manière particulière. Ce soir, autour des littoraux, et nous avons le plaisir d'avoir 3 intervenants ce soir. Monsieur le maire, Olivier Lepic, qui est maire de la ville de Carnac, et qui va donc nous apporter son éclairage par rapport à la thématique de ce soir. Elena Paillet, qui est conservatrice régionale de l'archéologie de Bretagne, et qui est donc particulièrement concernée par un certain nombre de points et d'activités sur la question de la mer, des littoraux, qu'elle va développer avec les autres intervenants. Et donc Frédéric Leroy, qui est directeur adjoint du DRASM, service à compétence nationale, rattaché au ministère de la Culture, qui s'occupe d'une archéologie particulière, qui est donc directement en lien avec la mer et les littoraux. Voilà. Je vais leur laisser la parole. Je vous remercie beaucoup d'être là. Donc, ils vont suivre un déroulé autour de thématiques qui ont été travaillées ensemble. Et puis ensuite, évidemment, vous pourrez intervenir, poser vos questions, réagir à cette conférence qui est captée et qui sera ensuite mise en ligne sur le site du carnet Hypothèse, qui est suivi avec beaucoup d'assiduité grâce à Sarah, petite fée du carnet Hypothèse. Et la conférence d'aujourd'hui a été en particulier aussi beaucoup travaillée grâce à Laura Bontemps, que je remercie, Sarah Bounois et Laura Bontemps, qui ont beaucoup œuvré à la conférence de ce soir et qui sont très importantes comme cheville ouvrière dans ce cycle. Voilà. À tout à l'heure et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est la petite télécommande pour aller en avance. Alors,
Alors, je vais vous proposer en fait d'engager une sorte de voyage. On a décidé de se renvoyer un petit peu les propos à travers un support d'image assez nourri qui va jouer entre terre et mer, et justement dans la zone littorale, en étant parfois un peu pince sans rire, mais surtout en essayant d'aborder des sujets d'actualité, et en particulier qui touchent la communauté nationale. Alors, vous donnez 2 éléments sur ces cartes. La France, c'est le 2e espace maritime au monde. Et vous imaginez bien qu'avec l'évolution climatique, eh bien, des espaces aussi gigantesques sont susceptibles de toucher de multiples littoraux, mais aussi de multiples cultures qui pouvaient, à un moment, fréquenter, vivre et habiter les paysages littoraux dans un temps long. La structuration même du littoral et les acteurs administratifs d'aujourd'hui sont multiples. Et la petite fenêtre en bas à gauche vous montre la complexité, sans que vous ayez même à le lire, un enchevêtrement en fait d'acteurs. Et la diversité des cultures, des types de gisements qui sont susceptibles d'être confrontés à cette évolution climatique. Et puis, d'une certaine manière, c'est aussi vous dire un certain nombre de ces gisements littoraux sont déjà impactés par l'évolution climatique et se retrouvent aujourd'hui déjà, pour l'âge du bronze, pour des périodes amérindiennes, eh bien, totalement immergés et source de méthodologies qui se mettent en place pour pouvoir travailler. Mais notre réflexion d'aujourd'hui, c'est aussi de se poser la question de il n'est peut-être pas trop tard pour intervenir sur des sites qui aujourd'hui sont encore terrestres, qui se sont constitués de manière terrestre et qui sont susceptibles d'être confrontés à des événements météorologiques qui vont les impacter et sur lesquels nous aurons un rôle, tous, acteurs publics, mais également chacun des citoyens. C'est bon. Alors effectivement, bon, j'ai pas mis trop de diagrammes. C'était simplement pour vous redire que cette érosion du littoral dont on va parler, cette évolution du trait de côte dont on va parler ce soir, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans un temps long et qui correspond à des phénomènes naturels au départ qui sont tout à fait normaux. Je dirais c'est des cycles avec des régressions, des transgressions du niveau marin. Donc à certains moments, la mer est beaucoup plus à l'intérieur des terres et à d'autres moments, elle est beaucoup plus loin, le littoral est beaucoup plus loin. Sans avoir besoin de détailler ce cycle, voilà, retenez qu'il y a des phases climatiques glaciaires avec donc des glaciers très importants qui retiennent l'eau et qui rendent ce littoral très lointain. La petite subtilité dans la période qu'on vit actuellement, c'est qu'évidemment, vous le savez, ce réchauffement climatique, il s'accélère de manière exponentielle. Et cette érosion du littoral due à cette évolution du trait de côte, elle s'accélère aussi de manière exponentielle. Et ça, c'est pas naturel du tout. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai que nous, archéologues, on a aussi cette vision sur un temps long et qui nous permet aussi de tirer un certain nombre de conclusions et de voir comment les sociétés humaines ont aussi réagi à ces évolutions du trait de côte qu'elles ont subies à certaines périodes de la préhistoire notamment. Et alors, la confrontation des 2 documents, sur la gauche, vous avez les limites administratives d'aujourd'hui et la projection, en fait, de la responsabilité de la France sur cet espace maritime. Et sur la gauche, vous avez une autre perception. C'est la gauche, attends. Sur la droite, pardon, autant pour moi. J'étais en train de me dire mince. Sur la droite, eh bien, c'est la France, le littoral français, si on peut l'appeler comme ça, il y a 20 000 ans. Ce que vous voyez en vert un peu clair, ça correspond au maximum glaciaire d'il y a 20 000 ans, au pléniglaciaire, à peu près au littoral, peut-être qu'on arrive à le déterminer aujourd'hui. Alors, je vous passe pareil les détails. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on est sur un littoral, enfin sur un trait de côte qui est à 120 mètres plus bas. C'est pas 120 mètres des côtes actuelles, hein, c'est bien en profondeur qu'on parle. Donc, il faut imaginer vraiment des kilomètres et des kilomètres des côtes actuelles. Et par exemple, la Manche, qui moi évidemment m'intéresse beaucoup, je suis en Bretagne. La Manche, à certaines périodes de la préhistoire, c'est un fleuve. C'est un grand fleuve, assez large, certes, mais c'est un fleuve qu'on peut traverser
de manière assez facile. Donc c'est très important pour nous, archéologues, puisqu'on va aller chercher des contacts et des échanges avec le sud de l'Angleterre, par exemple. Et ça paraît évident quand on regarde une carte comme ça, de se dire qu'il y a 20 000 ans, les sociétés humaines qui ont vécu dans ces zones-là, évidemment, avaient un territoire complètement différent du territoire que l'on connaît aujourd'hui, ce qui entraîne donc des sites terrestres qui sont aujourd'hui complètement immergés et qu'évidemment on n'arrivera plus à étudier, et puis ce qui entraîne aussi une réflexion sur ces territoires évoluants. Et le littoral d'hier est contemporain de ces périodes anciennes et totalement noyé aujourd'hui. Et donc notre réflexion quand on aborde un site de la préhistoire qui se trouve aujourd'hui en zone côtière ne se trouvait pas forcément à proximité de la côte. Alors un autre exemple, et puis ça rebouclera avec ce qu'on vous présentera en fin de présentation autour du golfe du Morbihan, ces phénomènes de remontée du niveau marin, donc vous avez bien compris, c'est des cycles, hein, ça fonctionne par paliers. Et il y a une période qui est particulièrement intéressante pour documenter ça, c'est le néolithique. Donc la période avec les fameux menhirs et les dolmens dont on reparlera. C'est intéressant parce que c'est un très très bon exemple. En tout cas, c'est aujourd'hui une des réflexions, une des hypothèses scientifiques autour de l'érection de tous ces monuments mégalithiques. C'est qu'il y a peut-être un phénomène de réaction à l'évolution justement du littoral, parce que les sociétés du passé qui habitaient sur ces territoires qui sont aujourd'hui le Morbihan, donc la petite mer, sur la carte, c'est les rivières que vous voyez, hein, c'est ça le golfe du Morbihan aujourd'hui. Ça, c'est le territoire juste avant le début du néolithique, enfin au tout début du néolithique. Et donc, de génération humaine en génération humaine, ils se sont passés le message que finalement ce littoral remontait, la mer venait grignoter les terres petit à petit, et peut-être que le fait d'installer comme ça un paysage monumental avec ces menhirs, ces dolmens, peut-être que c'était aussi une façon de réagir à ça. C'est une hypothèse scientifique, évidemment, on n'aura pas la clé, mais c'est une des hypothèses, moi, qui me plaît beaucoup, parce que je me dis que finalement, ils sont en réaction avec leur environnement, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe, et ils réagissent bien avec les notions et les concepts intellectuels de l'époque, ce qui leur parlait à eux à l'époque. Et puis un exemple de ce phénomène-là, alors celui-là, il est archi célèbre, et si vous avez fait un petit tour de bateau dans le golfe du Morbihan, vous l'avez forcément vu, c'est la double enceinte d'Erlanik. Donc la carte que vous avez, la vue générale que vous avez, c'est la restitution à l'époque du néolithique moyen. Donc c'est une double enceinte, c'est ce qu'on appelait des cromlechs, vous connaissez peut-être ce mot-là. Il y en a bien deux qui se succèdent ou qui se juxtaposent, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la photo de gauche, donc on ne voit plus qu'une partie d'une de ces enceintes. Donc évidemment, c'est une photo qui marche très très bien pour parler de la remontée du niveau des mers, mais elle nous pose aussi beaucoup de questions, puisque c'est sans doute pas complètement le hasard que ces monuments-là aient été installés à cet endroit-là, à l'embouchure de plusieurs rivières, et soumise en fait très très rapidement à l'évolution du littoral. C'est, je pense, un des monuments les plus emblématiques de l'ensemble là du golfe du Morbihan, qui est intéressant aussi parce que les connaissances, elles ont évolué dessus progressivement. Évidemment, l'enceinte elle-même, tout ce qui est visible était connu depuis très longtemps. Ça fait 2 siècles, hein, plus de 2 siècles, on se pose la question des mégalithes dans le secteur. Mais l'enceinte sous l'eau, submergée, elle a été connue progressivement. On a des plans successifs qui la montrent de plus en plus complète, et ça n'est finalement que par des plongées assez récentes et puis des utilisations de technologies très spécifiques comme le LIDAR, donc des systèmes assez complexes de lecture de l'espace sous-marin, qu'on a pu aujourd'hui avoir des plans vraiment complets de ces enceintes et comprendre un petit peu mieux comment elles sont organisées, comment elles se répondent et comment elles répondent aux autres monuments du territoire. Et puis un autre exemple, parce qu'on ne va pas parler que du néolithique, même si c'est une bonne partie de ma vie actuellement, mais il y a d'autres choses aussi intéressantes. Ça, c'est un exemple de l'Antiquité, une très belle villa qui s'appelle Manévéchen, qui est pas très loin de Lorient. La restitution en 3D, c'est une restitution évidemment réalisée avec un illustrateur, mais qui est faite sur des données scientifiques. C'est une villa antique qui a été fouillée, hein, qui est bien connue, et on est en train d'ailleurs de préparer la publication.
très belle villa un peu balnéaire en bord de mer déjà à l'époque, enfin en bord de Ria. Et la photo satellite que vous avez juste à côté, qui est assez chouette aussi. Alors on ne voit pas forcément le détail. Si vous êtes habitué à lire des vestiges archéologiques, vous reconnaîtrez peut-être les ailes du bâtiment, en fait, avec la cour centrale. Et si vous êtes très bon, vous verrez qu'il manque une aile, tout simplement, celle qu'on voit au premier plan sur la vue 3D. Et ben celle-là, elle est tombée à l'eau, tout simplement, il y a moins de 2000 ans. D'accord ? Donc cette histoire d'érosion littorale, elle est très très concrète, y compris à une échelle de plus en plus proche de nous. Autre exemple, et on se translate en Guadeloupe, avec cette poudrière du XVIIIe siècle, qui, en l'espace de quelques années, s'est approchée dangereusement en fait, de la bordure d'érosion. Et puis, suite à 2 ouragans en une année, en fait, la poudrière dont il était programmé éventuellement de la déplacer, de la mettre sur rail et autres, le coût un peu disproportionné a amené à retarder un peu les travaux, mais a mené malgré tout une étude du bâti et puis un scan tridimensionnel à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis le rapport n'était pas même encore rendu que la poudrière s'est effondrée. Un autre exemple là en Guyane où l'évolution en fait du littoral et la conjonction à la fois de l'érosion purement marine, mais aussi du rythme du fleuve. Là, c'est sur le Mahuri, juste en face, et vous voyez l'infrastructure portuaire, qui est le poumon économique de la Guyane. Et bien, juste en face, on a un ensemble qui a été mis en œuvre dans la forêt, que vous voyez en bas à droite. Et puis un canal traversait la forêt pour pouvoir amener des marchandises et en ressortir dans le quartier de Torcy. Mais l'érosion est tellement galopante qu'en fait, la ligne oblique que vous voyez qui ensuite perce la forêt, eh bien, c'était un canal qui était complètement dans la forêt. Et derrière ce canal se trouvait notamment, ce qui est principalement sur la grande photo, là, les soubassements d'une chapelle. Et une chapelle remarquable dans la mesure où elle a été mise en œuvre un peu avant l'abolition de l'esclavage, donc avec un recrutement d'une population qui était encore servile. Et petit à petit, on y retrouve tout autour de cette chapelle un usage avec des inhumations d'engagés qui ont succédé en fait à la période de l'esclavagisme. On a fait venir d'autres populations, mais dans des conditions qui n'étaient pas forcément toujours exceptionnelles. Et on a tout ce secteur-là qui est en train de partir progressivement, et ce sont plusieurs hectares. Alors un exemple en Méditerranée, cette fois-ci, pour vous illustrer la nécessité, là aussi, de travailler sur l'archéologie du paysage. On l'a abordé à plusieurs reprises depuis le début. Et cette image avec les calanques de Marseille, au loin, en fait, a été prise à bord d'un des navires du ministère de la Culture, à la verticale des 130 mètres de fond dont nous parlait Elena il y a quelques minutes. C'est-à-dire à l'emplacement, peu ou prou, de la ligne de rivage contemporaine de la fréquentation des grottes du type de la grotte Cosquer. Donc le littoral n'était pas du tout au même endroit. Et le déplacement en fait de ce littoral implique qu'il y avait des paysages importants sur lesquels des populations pouvaient circuler et avoir des activités qui nous échappent pour partie. Et ce mode d'évolution n'est pas récent, mais c'était vous l'illustrer à travers un paysage qui, pour le coup, n'est pas du tout constitué de sable ou de vases, enfin de sédiments meubles, mais bien plutôt, tel qu'on le voit aujourd'hui, de falaises à corps. Au final, pour les archéologues, la situation est un peu plus complexe, mais ça permet aussi de constituer des modèles de réflexion. Alors, dans les défis qui s'ouvrent à nous aujourd'hui, on a en l'occurrence la question de ces tempêtes, de ces évolutions extrêmement fortes. Et vous avez en fait le même endroit au moment d'une tempête et quelques jours après l'une de ces tempêtes. Et une marche d'érosion qui, dans un sol meuble comme celui-là, hein, principalement du sable, marque une marche de près de 60 cm
et l'apparition de vestiges amérindiens qui, tous les 2-3 mois, ne cessent d'apparaître et amènent aussi, avec la meilleure volonté qui soit, la population à essayer de sauvegarder, parce qu'on en est au niveau de l'estuaire du Mayuri, à Walla Yalimapo, et la situation est difficile dans la mesure où on ne peut pas autoriser à récupérer tout ce qui se trouve à apparaître au moment de l'érosion, et en même temps on a la nécessité de pouvoir intervenir parce qu'il s'agit aussi de vestiges anthropobiologiques. Alors le même cas de figure s'est présenté à nous en Bretagne. Cette fois on est à Bénodet, donc en Finistère, Sud Finistère. Et là encore, c'est une urne, donc une urne funéraire. Elle est un peu plus ancienne, elle est antique, donc elle a à peu près 2000 ans. Mais c'est le même cas de figure, c'est-à-dire que nous aussi, on est sollicité, donc je dis nous, service de l'État en région, on est sollicité quand il y a des découvertes fortuites. Qu'est-ce qu'on appelle une découverte fortuite en archéologie? C'est tout simplement une découverte faite par un promeneur. Et évidemment, en milieu littoral, sur le sentier littoral notamment, il y a beaucoup de promeneurs qui vont repérer des choses voilà, qui apparaissent, qui sortent de la dune, etc., et qui vont prévenir la mairie, la gendarmerie et éventuellement les services archéologiques. Alors, nous, on est confrontés à ça régulièrement, mais avec, c'est vrai, une accélération et puis aussi une temporalité, puisqu'évidemment, l'hiver, quand il y a notamment des tempêtes et des grandes marées, on sait que dans la semaine qui suit, on va avoir un coup de fil des gendarmes en général, parce qu'il y a beaucoup d'inhumations, donc de tombes dans ces milieux-là, j'y reviendrai. Et le Code du patrimoine, normalement, nous propose, c'est exactement ce que disait Frédéric tout à l'heure, demande aux archéologues d'intervenir, puisqu'on ne peut pas laisser, je dirais, n'importe qui, entre guillemets, intervenir, prélever et partir avec des vestiges, puisque notre objectif, c'est de documenter les vestiges eux-mêmes. Là, vous avez la photo de l'urne une fois qu'elle a été prélevée et reconstituée en laboratoire. Mais évidemment, nous, on va s'intéresser aussi au contexte. Comment ça a été enfoui, pourquoi, est-ce qu'il y a d'autres fosses à côté, pardon, est-ce qu'il y a d'autres éléments à côté, etc. Et on ne va pas simplement prendre l'objet. Là-dessus, on s'est retrouvé confronté à quelque chose de très simple, c'est la temporalité. C'est que très souvent, quand on est juste après une tempête, au milieu d'une grande marée, il faut intervenir tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est dans 1 heure, c'est cet après-midi, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine. Et alors, voilà. Moi, je travaille dans un service administratif avec beaucoup d'autres missions moins rigolotes, mais avec aussi des temporalités qui nous empêchent d'intervenir aussi rapidement qu'on le voudrait. Donc, on a réfléchi avec les services de collectivité territoriale. Et en Bretagne, on a 2 services archéologiques au niveau des départements du Finistère et du Morbihan. Donc, c'est des archéologues qui sont embauchés par les départements et qui ont un certain nombre de missions autour de l'archéologie préventive notamment. Mais on a mis en place avec eux une forme de conventionnement pour qu'ils puissent être, pardonnez-moi l'expression, nos mains et nos yeux sur le terrain, puisque eux, ils ont cette faculté d'aller beaucoup plus rapidement sur ces endroits-là, pour des questions de proximité territoriale, et parce qu'on l'a vraiment appuyé dans leur mission. Et on fait ça vraiment dans une collaboration très forte. Alors ça, peut-être, ça vous paraît normal, mais je vous assure que c'est pas forcément si évident que ça. Et là, ça marche bien. Et donc cet exemple-là me plaît particulièrement parce que c'est ça, on a eu un coup de fil, il y a des poteries dans le sable, voilà, est-ce que quelqu'un peut y aller, etc. La collègue du département du Finistère s'est rendue sur place l'après-midi même, a pu dégager et faire toutes les observations nécessaires, prélever cette urne qui a été ensuite fouillée en laboratoire et qui a permis voilà, de mettre plus qu'un point sur la carte, c'est vraiment une réflexion aussi sur les modes d'inhumation à l'Antiquité. Mais comme je vous le disais tout à l'heure avec mon exemple de la villa, c'était un moment donné où l'urne n'a pas été ensevelie en bord de mer. On a été quand même un petit peu plus loin, mais aujourd'hui, effectivement, elle se retrouvait en danger. Et puis un autre exemple à Crozon, donc on est toujours en Finistère. Cette fois, on a été appelé parce qu'un promeneur a trouvé des ossements. Donc je le disais, ça arrive assez souvent, et évidemment ça crispe un peu tout le monde dès qu'il y a des ossements. Les gendarmes, les archéologues, c'est à qui d'intervenir? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est vieux? Voilà, bon. Et puis là, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était des ossements animaux, donc ils ont dit c'est pour les archéologues. Donc on a fouillé ça, c'est encore des collègues du service du Finistère qui ont fouillé ça, c'était un squelette de vache. Ils ont documenté la vache, et puis elle était quand même sacrément bien conservée.
Bon, on s'est dit, on va la dater, on verra bien, etc. On va essayer de comprendre ce qu'elle fait là. Et puis, forcément, quand on fouille, il y a toujours des promeneurs qui viennent voir, qui posent des questions, qui discutent, parfois des anciens, comme on dit. Et puis là, ça n'a pas loupé. Il y a quelqu'un qui est venu voir les collègues en disant, mais vous fouillez le squelette, alors je ne veux pas dire le nom de la vache, mais vous fouillez le squelette de la vache qu'on a enterré là quand j'étais gamin. C'était la vache de la ferme d'à côté qui avait été enterrée dans la dune pour s'en débarrasser tout simplement. Elle était morte de je ne sais quoi et elle avait enterré là. Donc voilà, bon. Des fois, ça arrive, on n'est pas forcément sur les périodes qu'on pensait, mais la méthodologie est toujours la même, la démarche archéologique est évidemment toujours la même. Et puis un autre exemple à Locmariaquer, donc là on revient en Morbihan. Pareil, on nous appelle après la tempête, je pense que c'était Ciaran, enfin bon, une des grandes tempêtes d'un de ces hivers. Là, c'est la gendarmerie qui nous appelle parce qu'une promeneuse a trouvé un morceau de crâne humain. Donc là, on n'avait aucun doute sur le fait que c'était de l'humain. Et ça sortait de la dune juste sous le sentier littoral à Locmariaquer. Donc vous voyez sur la photo un peu générale, on voit le sentier littoral et puis le creusement là. Voilà. On était juste là. Et il se trouve qu'on est à un endroit qui s'appelle les Pierres Plates à Locmariaquer. Certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est un des grands monuments mégalithiques du secteur, un grand dolmen. Et donc, quand on a su qu'il y avait des ossements humains à cet endroit-là, je vous laisse imaginer dans quel état d'excitation on était, parce qu'on s'est dit, on a peut-être le premier squelette néolithique de Bretagne. Il faut savoir qu'en Bretagne, les squelettes se conservent très mal, les sols sont acides, donc c'est très rare que dans les milieux terrestres, en fait, on ait des squelettes conservés ou des ossements conservés de manière générale. Dans le milieu dunaire, pour des raisons chimiques et physiques, ça se conserve mieux. Et donc là, on s'est dit, ça y est, on a peut-être enfin un squelette lié directement à l'allée couverte, qui est juste derrière. On ne la voit pas sur la photo, je suis désolée. Et donc, on s'est rendu sur place avec une collègue qui était à l'époque au service départemental du Morbihan, et on a fait une petite opération de fouille ensemble. Donc, on a trouvé cet individu qui était sur le côté, dans une position assez... qui marchait bien avec le néolithique, en fait. Donc, on y croyait pas mal. Puis, il y avait un petit coffrage en pierre, enfin, voilà. Et puis, on l'a prélevé, on l'a fouillé, on l'a fait dater, et il est du XVIIe siècle, après. Donc, il est un petit peu plus récent que ce qu'on espérait. Et c'est vraisemblablement un noyé, un marin peut-être. Il y a souvent des corps qui étaient comme ça rejetés sur les plages. Et les populations locales, découvrant le corps, ne sachant pas si la personne était baptisée, était chrétienne, en fait, l'enterraient pas forcément dans le cimetière du village, mais l'enterraient dans la dune. Et puis, c'est aussi au plus près. Donc, voilà. Mais il aurait pu être néolithique, ça aurait été bien. Et alors, en pendant, justement, à propos du possible marin qui aurait été inhumé en bordure littorale, on se trouve là sur la côte ouest de Guadeloupe. Et vous voyez là au premier plan une sépulture juste affleurante, juste au niveau de la marche d'érosion qui est représentée sur la plus petite photo. Là, vous voyez ce sol un peu induré, un peu plus sombre et autres, et qui, chaque année, recule à peu près d'1 mètre. En moyenne, c'est 1 mètre tous les ans et depuis 50 ans à peu près. Donc on a un littoral qui recule de manière extrêmement violente. Et néanmoins, il a été possible de dépêcher, non pas des agents du DRASM, puisqu'on est basé à Marseille et on n'a pas cette réactivité des services archéologiques à pouvoir se projeter, mais même parfois à 200 km. Mais en revanche, on a des relais, on a la possibilité de faire appel à des collègues, et Dominique Lebars avait eu la capacité de pouvoir mener une fouille conventionnelle, de faire les échantillons nécessaires et autres. Et puis, on avait quand même cette interrogation, puisqu'il n'y avait pas de mobilier associé. Donc, pas d'éléments facilitant une datation et une chronologie même approchante. Donc, on a pris la décision de dater. Et vous voyez la deuxième petite bulle un peu plus loin, on avait des sépultures amérindiennes, alors prises dans un sol induré, dans du beach rock, mais pas loin de 80 cm en dessous. Donc, il y avait un doute, on n'est peut-être pas dans le même ensemble. Et la datation, elle est au 9e siècle. Donc, en fait, on est sur un sol subaffleurant qui est en train de partir d'une chronologie qui a plus de 1000 ans. Et on est sans doute dans un secteur où on va avoir de multiples sépultures qui vont apparaître les unes après les autres sur plusieurs hectares.
Et dans le même secteur, et sur cette même côte qui, pour la seule commune du Moule, fait près de 7 km de long, eh bien, on a un ensemble qui, pour tous les acteurs maritimes, tous les acteurs territoriaux, pour les collectivités, est un casse-tête auquel on se confronte depuis plusieurs années, mais qui nécessite, vu les enjeux scientifiques qui s'y trouvent, la nécessité de trouver des moyens d'intervention qui seront peut-être pas optimum, mais qui doivent être mis en œuvre pour essayer d'en extraire une partie de l'information scientifique exceptionnelle. Sur Mayotte, des exemples aussi à l'intérieur du lagon de sépultures qui ont, par l'érosion, été partiellement dispersées et qui ont disparu. Vous n'avez plus le haut du corps de la sépulture qui est à droite. Et dans certains secteurs, il faut prendre aussi en compte les cultes, les rites, puisqu'il n'est pas question de se confronter à des sépultures, que des archéologues viennent sans que la population ne soit associée à une réflexion et parfois à un temps de réflexion et qui est nécessaire pour que soit accepté aussi que le bien commun sur lequel nous avons une action soit pris en compte aussi dans la culture d'aujourd'hui. Enfin, avec un peu de poésie, l'idée est aussi de vous dire que la montée des eaux, même si elle est pas uniquement linéaire, est quand même au XXIe siècle sur une tendance haussière, et que pas à pas, des sites comme celui dont on trouve un extrait de stratigraphie au milieu avec des petits poissons là, sont susceptibles petit à petit de passer, s'ils ne sont pas bouleversés par l'érosion, eh bien de constituer des référentiels absolument extraordinaires, parce que l'on y trouve aussi des matériaux organiques qui permettent de raconter et d'étudier de manière pluridisciplinaire l'ensemble de l'environnement d'une population, de son contexte de vie, de l'environnement naturel, et d'effectuer des travaux absolument extraordinaires et qui ne sont pas eux seuls intéressants. C'est qu'en les confrontant, en les associant à des recherches qui parfois ont été menées depuis des décennies à terre, vont permettre d'avoir des éléments clés de l'interprétation de sociétés sur lesquelles les archéologues travaillent de manière assidue depuis des décennies. Je sais pas si moi. Alors, effectivement, dans la continuité de ce qu'on disait, on voulait quand même faire un petit focus sur les programmes collaboratifs qui sont mis en œuvre. Vous avez peut-être compris que moi, c'est quelque chose auquel je tiens énormément dans ma région. On aime beaucoup travailler ensemble. On est généralement beaucoup plus fort et efficace quand on travaille ensemble. Alors là, ces deux exemples, ça ne vous dira pas grand-chose, mais pour moi, ils sont très représentatifs. Vous avez une couverture de rapports, parce que les archéologues, ils font du terrain, mais ils font aussi de la paperasse. Ils font aussi des rapports. Non, ce n'est pas de la paperasse, c'est de la documentation, c'est important, c'est tout ce qui reste du site, ces éléments-là. Ce rapport, il s'appelle « Archéologie de sauvetage sur le littoral et d'urgence dans le Finistère ». C'est ces fameux missions croisées qu'on a mis en place, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est l'exemple du rapport du Finistère. Donc très concrètement, on leur donne une autorisation de prospection et de sondage à l'année sur l'ensemble des communes du littoral du Finistère pour le service du Finistère, du Morbihan pour l'autre service. Et ils peuvent intervenir, en fait, alors évidemment, on se tient en courant dès qu'il y a des éléments, mais ils peuvent intervenir tout de suite sans qu'on ait besoin de refaire de la paperasse, des arrêtés, des signatures, etc. Et en fin d'année, ils nous transmettent un rapport qui récapitule en fait tout ce qui a été fait. Et puis, nous, on apporte aussi une subvention pour aider le fonctionnement de ce système. Mais ce que vous remarquez, même sans les connaître, et évidemment sans les connaître, c'est le nombre d'intervenants qui est cité sur la couverture de ce rapport. Ça dit quelque chose. En général, un rapport, un bouquin, il y a un nom, des fois il y en a 2, 3, mais maximum. Là, il y a tous les intervenants, et si vous pouvez lire vraiment dans les détails, mais c'est peut-être un peu flou, il y a la gendarmerie nationale, par exemple, qui est citée, il y a des douaniers qui sont cités, il y a différents services, il y a des bénévoles, il y a des professionnels de l'archéologie aussi. Voilà, c'est vraiment pour moi un très bon récapitulatif de ces projets collaboratifs qu'on a réussi à mettre en œuvre. Et puis la photo que j'ai mise de l'autre côté, c'est le fameux sondage là, sur notre noyer du 17e au Pierre Plate. C'est pareil, ça ne vous dira pas grand-chose, mais cette photo, elle est aussi très représentative pour moi parce que vous avez, alors, dans l'ordre d'apparition avec les bonnets,
Un bonnet bleu, c'est l'inventeuse, Margot Lebain, qui est une archéologue amatrice, on va dire, hein, qui fait autre chose de sa vie, mais qui est donc la personne qui a découvert les éléments de crâne au départ. Derrière, on a une jeune fille qui était en stage au service régional de l'archéologie, qui se destine à devenir, à passer les concours de conservateur ou d'ingénieur d'études. Au premier plan, avec un magnifique gilet fluo et un bonnet gris, c'est moi-même, sachant qu'on a fouillé, c'était fin novembre et il faisait froid. Et puis la photo, elle est prise par la collègue Astrid du service départemental du Morbihan. Donc on était peut-être un peu représentatif de tous ces éléments collaboratifs. Et je vous assure que ce n'est pas toujours le cas non plus sur des opérations. C'est souvent assez corporate, hein, nous aussi. Et du coup, là, voilà, on a réussi à faire une opération commune, croisée, et j'en suis vraiment très contente, même si la datation n'était pas au rendez-vous, mais ce n'est pas grave. Alors, un exemple à la lettre du GURP où, en fait, en quelques décennies, on a un site qui recueille des chronologies de la préhistoire récente, hein, mais en allant jusqu'au Mésolithique, malgré tout, et qui était, vous le voyez un petit peu sur l'image en haut à gauche, là, l'image aérienne, qui était un petit peu dans la dune, et sur lesquels, dans les années 60, des archéologues sont intervenus dans la dune, à pied sec totalement. Et chemin faisant, l'érosion du côté de la Gironde et des Landes est tellement importante qu'en fait, ce site se trouvait sur la plage en perspective unique de destruction définitive. Et il a fallu en fait réunir tout ce que le secteur comportait d'archéologues ou presque, d'horizons multiples et variés, donc vraiment dans un champ pluridisciplinaire à outrance, et c'était absolument remarquable parce que les énergies se sont mises ensemble à tel point que nous sommes même arrivés à démarcher nos collègues de la direction départementale des territoires et de la mer pour qu'ils mettent à jour la délimitation du domaine maritime, pour qu'on puisse là jouer sur l'appel de crédit, parce que sinon nous n'avions même pas les moyens de pouvoir loger, héberger et faire tourner une pelle mécanique pour pouvoir fouiller cette butte, en fait, qui, une fois sa protection de sable détourée par la nature, avait comme seule vocation la disparition totale et unique. Et alors, ce qui a été trouvé a notamment commencé à être publié, mais se trouve aussi, pour certains vestiges, et notamment une vannerie pour l'évaporation du sel qui date du Mésolithique et qui se trouve au musée d'Aquitaine aujourd'hui. C'est absolument exceptionnel, mais c'est un très bel exemple d'archéologie collaborative menée dans l'urgence. Je me souviens qu'il y avait eu un appel à bénévoles qui avait circulé par mail. Venez, c'est maintenant. Et effectivement, on avait tous vu passer ça. C'était une question de semaines. Oui, vraiment. Un autre exemple qui dure depuis quelques années donc sur la Bretagne, et puis on verra sa déclinaison ensuite outre-mer. C'est le programme ALERT. Alors, c'est archéologie du littoral et je ne sais quoi. Je ne sais plus quel est l'acronyme, mais enfin, bon, vous comprenez bien l'idée, ALERT. Aujourd'hui, on l'appelle ALERT 2, puisqu'on l'a relancé. C'est un programme qui est dirigé par Marie Van Der. Marie Van Der, elle est directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'Université de Rennes, et c'est quelqu'un avec qui je travaille très, très régulièrement. Et Marie Van s'intéresse, alors à la base, elle travaille sur la période gauloise, et elle s'est intéressée notamment à des installations proto-historiques en milieu littoral, sur l'utilisation du sel notamment. Et puis, progressivement, elle s'est intéressée à cette question de l'érosion littorale et des découvertes fortuites dans la dune. Elle a créé beaucoup de contacts avec des personnes, des associations locales, des associations d'historiens, des personnes intéressées par le patrimoine, mais aussi avec des gens qui travaillent plutôt sur les milieux côtiers, je pense au suivi de la faune, de la flore, etc. Elle a développé tous ces contacts-là et elle a lancé un programme il y a quelques années déjà, qui s'appelait donc ALERT, qui avait une vocation de programme collaboratif, dont l'idée était très simple, c'était vous promenez sur la plage, vous promenez votre chien, enfin bon, que sais-je, vous voyez quelque chose, vous le signalez. Alors, dans l'idée, c'était via une application, mais bon, c'était un peu compliqué. Donc, c'était via un formulaire sur Internet, avec un site Internet. Et puis, l'information remonte au service de l'État et on peut comme ça ensuite aller faire, je dirais, des constatations, voir des études si c'est nécessaire.
C'était une très belle idée sur le papier. Évidemment, le programme a été submergé de signalement avec, je dirais, tous les niveaux de signalement. Donc des choses les plus pertinentes aux choses les moins intéressantes. C'est normal. Et du coup, les premières années, ça a bien fonctionné puisqu'il y avait un budget qui était aussi associé. Et puis évidemment, au fur et à mesure des années, c'était beaucoup plus compliqué. Et le programme s'est un peu arrêté comme ça en suspens parce qu'on ne savait plus trop comment gérer. Et puis, il y a 2 ans, on a décidé de le relancer. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Alerte 2. Cette fois, c'est un programme qui est entièrement financé par l'État, par mon service. On n'est pas reparti sur l'idée du programme collaboratif en mode application, etc., parce qu'on savait qu'on n'arriverait pas à suivre. Mais par contre, on s'est redonné les moyens quand même d'intervenir rapidement et puis de financer une étude de carte archéologique. Alors la carte archéologique, c'est le fait de connaître sur le territoire l'emplacement des sites ou l'emplacement supposé des sites archéologiques ou des vestiges qui ont été repérés anciennement dans la littérature, etc. Et on s'est rendu compte que finalement, on connaissait assez mal certaines parties de ce littoral qui avait été... on s'était peu posé la question des vestiges existants. En fait, on les documentait un peu coup par coup, de manière un peu anecdotique. Donc, on a lancé ce travail-là avec un étudiant qui est en thèse sur ce sujet-là et qui fait vraiment un travail de cartographie de l'ensemble des données archéologiques en croisant plein de sources pour qu'on ait une vision cartographique de ce territoire-là. Et c'est très important parce que on ne protège que ce qu'on connaît. Et nous, dans le Code du patrimoine, qui est ma Bible, hein, vous avez compris, on a un outil qui s'appelle le zonage archéologique. Le zonage archéologique, c'est quelque chose qui nous permet de voir passer des dossiers d'aménagement, par exemple, pour éventuellement prescrire des opérations d'archéologie. Pour élaborer ces zonages archéologiques et pour dire aux élus on veut voir les dossiers sur ces secteurs-là, il faut qu'on ait des informations scientifiques pour pouvoir dire c'est un zonage archéologique, c'est une zone, ça s'appelle de présomption de prescription archéologique. Donc en faisant ce travail de carte archéologique, petit à petit on met un peu à jour la donnée qu'on a et on va pouvoir reporter ça sur ces fameuses zones, je dirais, d'intérêt archéologique et travailler en collaboration avec les municipalités et les services instructeurs, enfin tous les services qui travaillent, qui suivent les travaux qui peuvent avoir lieu sur ces milieux-là. Évidemment, on ne construit plus tellement de maisons individuelles dans ces secteurs-là, encore que, mais il y a beaucoup de travaux d'enrochement, de digues, de destruction parfois de maisons aussi. Donc tous ces travaux-là, c'est des choses qu'on va pouvoir aussi suivre d'un point de vue archéologique, ce qui est évidemment très important puisque, comme on l'a dit, vous avez bien compris, à 10 ans, à 20 ans, ça n'existera plus. Donc c'est vraiment un travail dont on est assez fier et on est toujours dans cette démarche du collaboratif et du participatif. Et alors le pendant, tout au moins la continuité de la démarche, par la même équipe pilotée par Marie Van Der, s'est déployée aux Antilles, en particulier en Guadeloupe et dans les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, je crois bien, pour essayer de sensibiliser aussi les populations aux enjeux, mais aussi essayer de mobiliser certains élus sur la nécessité qu'il puisse y avoir une prise en compte du patrimoine et, par rapport à ces enjeux d'érosion massive sur certaines communes. Et ça a fonctionné plutôt assez bien. La question, là encore, c'est la perspective sur la durée. Parce que si ce n'est pas une mission permanente, il va falloir trouver des moyens de financer régulièrement et de permettre, ou alors de trouver un relais, comme sur Alerte 2 et comme tu viens de nous l'évoquer, pour qu'il puisse y avoir une continuité dans l'action et que tout ce qui se met en œuvre pendant plusieurs années ne risque pas de s'essouffler par manque en fait de capacité de prendre le relais et notamment localement. Et du coup, on a souhaité, pour terminer un peu cette discussion, vous présenter un exemple très concret. Et donc, c'est Olivier Lepic qui va en parler. On va revenir sur le golfe du Morbihan, donc avec ce projet d'inscription. Merci beaucoup, Elena. Alors, évidemment, c'est passionnant
on m'a présenté comme le maire de Carnac, mais en fait, c'est pas tellement le maire de Carnac qui va s'exprimer aujourd'hui, c'est le président de Paysages de Mégalithes, qui est l'association qui porte ce dossier d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan. Donc vous comprenez immédiatement dans le titre le caractère littoral de ce dossier, puisque effectivement vont être inscrits un certain nombre de monuments dont une partie sont sous l'océan aujourd'hui, parce qu'au moment où ils ont été édifiés, eh bien, le niveau de la mer était une quinzaine de mètres, entre 15 et 18 mètres moins élevé qu'aujourd'hui. Alors le maire, lui, gère d'autres problématiques liées aussi à l'archéologie. Carnac est une station balnéaire qui a été construite sur un estran qui a été asséché, et un petit peu comme la Faute-sur-Mer, je ne sais pas si tout le monde se souvient de cette catastrophe, on a une partie de la station balnéaire qui a été l'objet d'un plan de prévention des risques littoraux, parce qu'à un horizon qu'on espère évidemment le plus lointain possible, eh bien, un certain nombre de maisons, y compris d'ailleurs des villas classées monuments historiques, il y en a quelques-unes sur le front de mer, donc peut-être que dans 200 ou 300 ans, il y aura une conférence ici qui viendra nous parler des recherches archéologiques sur des villas de la fin du 19e sur le front de mer breton. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi une problématique que nous, élus, devons gérer. Et ce d'autant plus que voilà, c'est une commune, Carnac et toute cette région, qui a une richesse patrimoniale et archéologique absolument incroyable. Et en fait, voilà, dès qu'on met un coup de pelle quelque part, eh bien, Elena arrive immédiatement, parce qu'une fois sur deux, on trouve des vestiges archéologiques. Donc très rapidement, je vais vous faire un petit point sur ce dossier, parce que il y a une espèce de petit télescopage calendaire, puisque dans un mois, normalement, pas très loin d'ici, l'Assemblée générale de l'UNESCO votera sur ce dossier. Les experts de l'ICOMO sont rendus très récemment un avis favorable, donc on est très très confiant, parce que ça a été une très longue histoire. On pourra même en faire une conférence avec Elena, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce dossier, qui n'a pas été simple. Mais en tout cas, aujourd'hui, on touche au but, et ça me fait d'autant plus plaisir de vous décrire un petit peu ce dossier, donc, qui a vraiment une composante, comme vous nous l'expliquiez, très liée au niveau de la mer, et à ce niveau qui s'accélère, cette fois-ci, non pas pour des raisons climatiques sur le long terme, mais parce que l'homme a un impact qu'il n'a jamais eu sur le climat, et qui fait que même sur une côte rocheuse et granitique comme Carnac, où on n'a pas encore, de problèmes comme les Landes, où on a vraiment une érosion accélérée, mais en tout cas, à l'échelle du prochain siècle, ça nous pend au nez. Donc, un très beau dossier. Ah oui, c'est le vert pour aller en avant, d'accord, j'ai compris. Ça a été un dossier très très long, parce qu'un dossier UNESCO aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines d'années. En l'occurrence, celui-là, vraiment plusieurs dizaines d'années, puisqu'il a été initié dans les années 90 par l'État à l'époque, et qui a eu une approche un petit peu violente du dossier. Alors, je ne sais pas si c'était sous la pression des archéologues, mais l'État a voulu redonner une cohérence territoriale au site des alignements de Carnac. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur les alignements de Carnac, c'est 3600 menhirs, mais qui, au fil de l'histoire, ont été un petit peu saucissonnés par des routes et des infrastructures humaines. C'est d'ailleurs une des problématiques de ce dossier. Et donc le dossier a suscité un peu un rejet de la part de la population locale. Il a été arrêté à la fin des années 90. Il a repris depuis 2012. Et on touche à la fin de ce dossier. On en est tous vraiment très fiers. Et on en est d'autant plus très fiers que si vous regardez cette carte, donc 53 biens inscrits en France au patrimoine dans l'UNESCO, et regardez la Bretagne, terra incognita. Donc le breton que je suis, pur beurre, est évidemment très très fier de mettre fin à cette anomalie, à ce scandale, puisque dans quelques semaines, on aura enfin un bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on s'en félicite. Le bien en lui-même, alors il est éminemment littoral et maritime. Elena a montré des cartes du niveau de la mer au néolithique, et donc vous voyez sur cette carte le périmètre du bien, avec ses zones cœur et ses zones tampons. Donc vous voyez qu'une partie du bien est en mer, pour ceux qui connaissent l'île des Diques de Watt, sur lesquelles il y a des vestiges, la presqu'île de Quiberon, Carnac, et puis le golfe du Morbihan. Donc c'est un bien qui va de la ria d'Etel jusqu'à la presqu'île de Ruisse, avec une densité unique au monde. On va inscrire 550 monuments, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus sur ce territoire. On a un comité scientifique d'archéologues
qui était présidé par le professeur Copin, c'est pour lequel j'ai une pensée évidemment aujourd'hui, qui a déterminé une grande partie de ce dossier, était, je dirais, un dossier purement scientifique, qui a été dans les mains des archéologues. On avait un comité international extrêmement prestigieux, et c'est aussi voilà, des collectivités, 28 communes, 2 intercommunalités, un département, la région, sur plus de 1055 km², et c'est le bien qu'on entend classer d'ici quelques semaines. Un bien exceptionnel, pas seulement pour sa dimension maritime ou littorale. Un dossier UNESCO aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut prouver un certain nombre de choses à l'organisation et à ses experts. La première étant la valeur universelle exceptionnelle. Et on a bien conscience que de par un certain nombre de ces attributs qui sont décrits sur ce slide, eh bien, on a affaire à quelque chose qui parle pas seulement, je dirais, aux Morbihanais ou aux Bretons, il parle à l'humanité. La plupart de ces sites, c'est pour les grands tumulus carnacéens, mais je laisserai Elena, qui est beaucoup plus compétente que moi sur le sujet, vous le dire, mais c'est 2000 à 3000 ans avant les premières pyramides égyptiennes. C'est les premiers exemples, enfin pas les premiers, on est peut-être un peu trop fiers en Bretagne, mais c'est parmi les premiers exemples d'architecture monumentale de l'histoire de l'humanité. Et ce dossier, scientifiquement, n'a pas vraiment posé de problème. Et chaque fois qu'on allait présenter quelque chose à l'UNESCO et au ministère de la Culture, on nous disait « mais dépêchez-vous, il faut vraiment que ce soit classé parce que c'est vraiment un site exceptionnel ». La gestion du lien, du bien, évidemment, on en a parlé. Il est géré dans la construction elle-même du dossier avec donc 4 aires distinctes, avec un certain nombre de monuments qui sont propriété des collectivités, de l'État, des communes, mais il y a également beaucoup de monuments qui sont dans des propriétés privées. Il y a des gens à Carnac qui ont un dolmen dans leur jardin et qui ne savent pas très bien comment l'entretenir, ni même pour certains d'entre eux, quand c'est des résidences secondaires qui viennent d'acheter, se demandent ce que c'est que cette espèce de table en granit dans leur jardin. Donc là aussi, on a mis en place, parce que l'UNESCO, c'est évidemment un bien exceptionnel, mais c'est aussi d'être capable de démontrer dans un plan de gestion que vous êtes à même non seulement de protéger et d'assumer cette protection dans le temps. C'est une protection évidemment réglementaire, via la DRAC, il y a des classements monuments historiques, il y a également un certain nombre de législations dans les plans locaux d'urbanisme des communes. Il y a un zonage qui fait que quand on ne peut pas construire à tels endroits, on ne peut pas construire en proximité d'un monument historique, on ne peut pas construire sans une fouille archéologique avant de délivrer un permis de construire. Donc c'est une zone très complexe, évidemment, parce que la densité des biens archéologiques fait que on a, enfin moi sur la commune de Carnac, j'ai un nombre de prescriptions archéologiques en termes de mètres carrés qui est absolument gigantesque, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les bévues, comme celle qui est arrivée il y a 2 ans, Elena, où je suis passé du bienfaiteur du néolithisme à Jacques Messrine des menhirs, puisque en fait là, il y a eu une zone dans laquelle il n'y avait pas de prescription archéologique et il y a un permis qui a été délivré, qui était légal, et en fait il y aurait dû avoir des fouilles à cet endroit-là, ce qui a provoqué évidemment beaucoup d'émotions, et c'est normal, mais c'est aussi, ça illustre aussi en fait l'extraordinaire richesse de ce territoire, où et notamment dans ces zones où moindre chantier, en fait, on trouve de manière quasiment, j'allais pas dire systématique, mais on trouve vraiment beaucoup de biens archéologiques qu'il faut évidemment protéger et sur lesquels il faut enquêter. Le plan de gestion, il est évidemment, c'est la partie la plus importante du dossier. C'est la connaissance partagée du bien, mais ça, c'est le rôle des scientifiques. Il y a aussi une appropriation collective. Ces sites n'ont pas bénéficié d'une protection suffisante pendant de nombreuses années. Et je ne parle pas du Moyen-Âge, où en fait les alignements étaient une carrière dans laquelle on venait chercher des pierres pour construire sa maison. Et ça a duré jusqu'à assez récemment. On s'est intéressé assez bien à la fin du 19e. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a
commencé à penser qu'ils avaient une valeur absolument exceptionnelle. Mais dans les années 50, on se baladait encore en voiture dans les alignements de Carnac. Quand j'étais gamin, on montait sur les menhirs pour réciter la légende de Saint-Cornélie aux touristes pour gagner une ou deux pièces. Et c'est vrai que dans les années 90, on s'est rendu compte, parce qu'il y a un certain nombre de menhirs qui sont tombés à cause de la surfréquentation, en tout cas de la fréquentation à l'intérieur du site, puisque la végétation joue pour ces menhirs un petit peu le rôle que jouent les gencives pour nos dents. Et en fait, en piétinant, eh bien, la végétation a disparu et les menhirs ont commencé à tomber. D'où une prise en compte, et surtout le fait qu'on a maintenant fermé l'accès au site et qu'il faut montrer patte blanche. En tout cas, il y a un nombre de visites qui est limité pour respecter le site. Et donc, évidemment, protéger réglementairement, mais ça, je crois que on est une région où... il faut toujours renforcer ces protections. Elena et moi, on en est les témoins, mais on a quand même des outils réglementaires qui sont extrêmement puissants et qui sont renforcés, je dirais, quasiment quotidiennement par l'intégration dans les SCOT, dans les plans locaux d'urbanisme, des dispositifs réglementaires. Je crois que, et je parle encore une fois sous le contrôle d'Elena, suite à cette affaire de Montauban, il y a des protections supplémentaires qui ont été instaurées. Et dans le cadre du dossier, je crois qu'il y a eu plus d'une soixantaine de classements en monuments historiques d'un certain nombre de monuments qui n'étaient pas classés. Et donc, évidemment, et c'est peut-être le point sur lequel la population locale est un peu plus réticente, c'est la stratégie touristique, parce que il y a des légendes urbaines quand on parle de l'UNESCO qui vous disent que la fréquentation va augmenter mécaniquement de 30% et les quarts de Chinois et de Japonais vont déferler sur notre belle Bretagne. C'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, évidemment, le surtourisme est une plaie et je pense que beaucoup d'élus bretons ne veulent surtout pas de surtourisme. Et on est encore très loin de là en Bretagne. Néanmoins, il faut préparer cette inscription et faire en sorte que c'est pas tellement la quantité qui est recherchée, mais c'est surtout la qualité, et notamment tout ce qui concerne l'expérience visiteur. Ces sites étaient, pour beaucoup d'entre eux, perdus dans la nature, sans aucune médiation scientifique, sans aucun aménagement parfois de l'espace qui était autour de ces monuments. Et aujourd'hui, on réfléchit vraiment, je dirais, avec la DRAC, avec le ministère de la Culture, avec les collectivités. On a commencé à mettre en place une signalétique commune et homogène qui permet aux populations de s'approprier ces sites devant lesquels ils ont passé pendant de très nombreuses années à côté, à proximité en voiture, et eux-mêmes ne se rendaient pas compte de la qualité de ces sites. Donc c'est un dossier évidemment passionnant. Je suis ravi d'y arriver à son terme. Encore une fois, une inscription au patrimoine mondial, ça n'est pas une fin en soi, c'est un début, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Je pense que les archéologues ont encore de très 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 nombreuses années à travailler sur la question, parce que c'est aussi ce qui fait la beauté de ces monuments, c'est-à-dire qu'on sait un certain nombre de choses sur les tombeaux, sur les gravures, sur les haches polies, sur les bijoux, et il y a des travaux exceptionnels qui ont été menés, mais il y a encore une part de mystère sur notamment les alignements. Pourquoi et quelle civilisation a pu bâtir, probablement sur des centaines d'années, un alignement de 4000 cailloux qu'ils ont dressés sur 6 ou 7 kilomètres. À quelle fin? Alors, il y a évidemment des théories ou des propositions d'explication. Il y a évidemment probablement une dimension religieuse. Mais c'est vraiment aussi quelque chose auquel les Bretons, nous, on est très attachés, parce qu'au-delà, je dirais, de l'histoire, de l'archéologie et de la science, il y a aussi la culture vernaculaire et tout ce qui s'est greffé sur ces sites, les Corrigans, l'Ankou. Enfin voilà, quand j'étais petit, ma maman me disait qu'il fallait surtout pas se promener dans les alignements à la tombée de la nuit, parce que il y avait des Corrigans qui étaient très espiègles, mais aussi très méchants. Et c'est aussi quelque chose auquel on est très attaché. Et la dimension maritime, évidemment, est très intéressante. Et je pense qu'on aura effectivement à gérer aussi cette montée des eaux, parce que on le constate aussi, même si on n'est pas très touché encore dans cette partie de la région de Bretagne, que cette montée, elle est inexorable, elle fait peur, et qu'on va devoir aussi, avec les archéologues, prévenir et essayer de faire en sorte que ces monuments soient protégés. On ne va pas déplacer 3600 menhirs à Carnac, et puis je pense que l'eau n'arrivera pas là avant quelques siècles. Mais voilà, c'est un peu l'exemple par
par l'actualité de ce qu'on a évoqué en début de conférence, à savoir cette relation entre le monde littoral et puis l'archéologie et puis ces monuments absolument incroyables. Alina, tu veux peut-être rajouter quelque chose, que la vraie sachante, c'est toi sur la question. Très bien, je ne sais plus ce qu'il y avait derrière. Oui, non, il y avait un autre slide sur la gouvernance, mais je pense que ça n'intéresse personne. Même si c'était très important, hein, il y a une association qui est Paysage de Mégalithes, donc qui a porté le dossier, et puis évidemment, l'État a joué un rôle fondamental, et notamment la DRAC, hein, qui a, j'allais dire, tenu le crayon sur un très grand nombre d'aspects de ce dossier. Hein. Qui est vraiment, enfin, un dossier UNESCO, c'est vraiment monumental aujourd'hui. Hein, je sais pas, celui-là doit faire, avec les annexes, 3 ou 4 000 pages, voire même plus. Je crois qu'on est à 4 000 pages. On est à 4 000 pages. 3,7 kg, je crois. Donc, voilà, donc heureusement qu'on avait des archéologues pour écrire. Et donc, il y a un comité de pilotage. Alors, tout ça va être amené à évoluer, mais en tout cas, d'ici quelques semaines, on pourra faire la fête. En tout cas, je ne serai pas le dernier à la faire, parce que 10 ans de travail, c'était vraiment une très belle aventure. Et voilà, ça c'est notre joli logo. Il y a encore juste une diapo. Je pense qu'on avait remis une dernière diapo, voilà, pour pardon. redonner la parole à Anne. Merci. Non, mais peu importe. De toute façon, vous allez vous passer. Ouais. Merci beaucoup pour ce voyage, j'allais dire, pour ce tour d'horizon. Alors et puis merci. Effectivement, d'avoir présenté cet exemple emblématique des alignements de Carnac. Je trouve que c'est un très bel exemple. Et je me permets de rebondir et de recommencer par là avant de donner la parole au public. La première conférence du cycle Archéologie dans la Cité a été faite au Musée de l'Homme le 19 mai 2021 avec Yves Coppens. Voilà, et qui nous parlait, la commande, c'était Lucie dans la Cité, avec Amélie Vialet et Yves Coppens, qui effectivement a été un acteur important dans cette question des alignements. Je pense que vous avez aussi mis en avant la question de la législation, de l'encadrement, des procédures. Je pense que c'est quand même aussi ce soir l'occasion de dire à quel point on a une archéologie en France qui a un cadre effectivement législatif fort, mais pour lequel, visiblement, aussi fort soit-il et aussi compétent que soient les archéologues, il y a une vigilance de tous les instants qui est nécessaire par les professionnels de l'archéologie pour préserver ce cadre auquel nous tenons tous. Et puis, je pense qu'effectivement, cet exemple est extrêmement intéressant pour mettre en avant la nécessité, l'importance du dialogue entre le monde scientifique, entre l'administration, entre des volontaires, entre tous les acteurs finalement qui sont concernés. Je crois que l'exemple breton, pardon, moi aussi je suis bretonne, bon, du Nord c'est vrai, mais quand même, est exemplaire dans le sens où ce dialogue est vraiment instauré et il est visible et il porte ses fruits. Et ça, c'est important. Tous les archéologues le savent. Régulièrement, les archéologues sont accusés de ralentir les travaux, des enquiquineurs, de coûter trop cher. Or, on le voit quand certains vestiges sont très, finalement, modestes, assez peu visibles, se résument à ce qui semble être peu de choses pour les néophytes et qui sont très importants pour l'histoire commune, le patrimoine qui est commun à nous tous. Et parfois, comme dans le cas des mégalithes, on a finalement des monuments qui permettent de mettre la lumière sur des monuments qui sont plus visibles et qui aident l'archéologie, toute l'archéologie. Et je pense que là aussi, ces jeux finalement d'échelle et de biens, ça permet de construire tous ensemble cette archéologie. Sur la question maritime, alors moi qui suis née sur le bord de l'eau, peut-être que ça fait partie de mon écosystème tout à fait normal et ordinaire. Je pense qu'en archéologie, on a mis aussi un peu de temps finalement à regarder véritablement ce milieu, à se tourner vers la mer, à en faire véritablement un milieu de recherche. Aujourd'hui, c'est le cas. Il n'est pas exclu que à la fois finalement les alertes climatiques d'une part et le développement de l'archéologie préventive aient été deux facteurs importants dans le regard. La sensibilisation de la société a aussi beaucoup compté. Et aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important
avec toutes ces facettes, cette complexité entre terre, mer, les littoraux ou l'archéologie en mer. Et je suis très heureuse de tous les points que vous avez développés. Je pense que c'est assez peu connu finalement du public, peut-être moins que l'archéologie terrestre ou l'archéologie dans la ville, parce que les gens voient les chantiers dans leur quotidien. Sur le littoral, c'est peut-être plus difficile, moins évident. Et donc, je pense que c'est très important, ce travail de partage avec la société d'une archéologie qui est tout à fait fondamentale. Et on voit bien le caractère d'urgence, parfois le temps d'une marée, pour sauver effectivement ce qui peut l'être en œuvrant tous ensemble. Voilà pour les quelques mots de remerciement et de conclusion, si j'ose dire, que je voulais faire. Mais je souhaiterais maintenant que peut-être je ne sois pas la seule à parler, que vous ayez le... Voilà, prenez la parole. On passera le micro. Merci Laura. Bonsoir monsieur, bonsoir messieurs, bonsoir madame. Je vous remercie pour cette conférence qui est passionnante. Vous avez fait référence au reculement de terrain qui concerne les sites archéologiques. Je désire savoir si l'État a mis en place des mesures de loi de protection du littoral pour pouvoir prendre en compte la nécessité de préserver les sites archéologiques. Alors, sur le territoire littoral, comme sur le territoire national de manière générale, il y a une législation. Le problème, c'est que l'archéologie, c'est pas un problème ailleurs a priori, mais l'archéologie qu'on appelle préventive, donc l'archéologie avant les travaux, elle fonctionne selon un système assez simple qui est que l'aménageur paye. Celui qui va détruire in fine ce patrimoine doit payer son étude et donc ce qu'on appelle nous un peu pudiquement la préservation par l'étude, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas les pelleteuses qui vont détruire le patrimoine, mais ce sont les archéologues qui vont le détruire, mais très proprement, en prenant plein de photos et en prenant plein de notes. La limite de ce système, c'est quand c'est la mer qui va éroder ces vestiges archéologiques, puisqu'on a un peu de mal à faire payer la mer, ce qui peut se comprendre. Donc on essaie de trouver des stratagèmes pour rentrer dans le code du patrimoine, puisque nous, c'est notre domaine d'application, pour essayer de trouver des solutions pour intervenir. Ce sont les exemples qu'on a présentés, c'est-à-dire en faisant appel à toutes les forces vives, à tous les financements possibles, en faisant preuve de beaucoup d'imagination parfois, pour essayer de trouver des solutions, effectivement, pour que ça rentre dans des cases qui, en fait, n'étaient pas prévues pour ça. Merci beaucoup. Et je ne peux qu'adhérer à ce que vient de nous dire Elena, et pour vous dire, on essaye effectivement de s'accrocher aussi à des études préalables. C'est-à-dire que après des très fortes tempêtes qui ont impliqué des dégâts, qui ont mis en péril des populations, mais aussi des infrastructures, collectivement, je dirais que la société a appris à se dire il faut que l'on anticipe ce qui pourrait venir dans 5-10 ans. Comment peut-on aménager le territoire? Comment peut-on... Et dans ce cadre-là, il y a l'éventualité de mettre en place un volet justement patrimonial et qui pourrait permettre de financer en amont un certain nombre de prospections, de travaux qui nous permettraient de répondre un peu. Mais de loi, il n'y en a pas d'autre que celle qui existe, c'est-à-dire le Code du patrimoine. Bonsoir, très bonne conférence également. Et je voulais savoir, puisque vous parlez d'aménagement, si dans le cadre d'aménagement portuaire notamment, il y avait des fouilles qui étaient mises en place pour estimer si ça allait justement occasionner des dégâts en termes de patrimoine archéologique. Merci. Effectivement, le Code du patrimoine, il s'applique à terre et sous les eaux. Dans un de ses premiers articles touchant à l'archéologie, il est précisé que les mesures, notamment liées à l'archéologie préventive,
s'applique à terre et sous les eaux. Et puis après, au-delà du premier mille marin, il y a un dispositif spécifique qui a été ajouté en 2018 et qui permet d'envisager, parce que les surfaces sont souvent importantes, un mode de fonctionnement un petit peu différent. Mais sinon, un port, s'il doit y avoir des dragages ou s'il doit y avoir des aménagements d'infrastructures, eh bien, le dossier préalable est le plus en amont possible. En fait, on arrive aussi à essayer de trouver des options et surtout d'accompagner l'aménageur lui-même. Il va falloir effectivement identifier quel risque cet aménagement peut avoir et quel impact sur un potentiel patrimoine qui serait présent. Ça peut être de l'étude documentaire, ça peut être des études de géophysique préalables, ça peut être des interventions avec des moyens techniques de terrassiers et autres, avec du suivi archéologique, mais ça peut être aussi du diagnostic en scaphandre, comme des contextes littoraux que l'on a pu voir en asséchant une partie. Et puis, on peut se retrouver aussi avec le déclenchement d'une fouille sur une portion de l'espace si des vestiges sont effectivement susceptibles de nécessiter des mesures spécifiques, ou alors de l'évitement, si on peut avoir eh bien, une réflexion qui permette d'écarter une zone dans laquelle, écarter de l'aménagement, une zone sur laquelle auraient été repérés des vestiges qui méritent une attention ou une protection. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai remarqué que vous n'aviez pas parlé des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, qui sont pourtant aussi très menacés par la montée des eaux et de l'érosion. Du coup, je voulais savoir s'il y avait des stratégies qui étaient mises en place pour leur préservation, ou au moins pour les documenter. Merci. J'en ai pas parlé parce qu'il m'embête. Parce qu'effectivement, sur nos côtes, on a énormément d'ouvrages de la Seconde Guerre mondiale. Des ouvrages allemands, des ouvrages alliés, avec toute une typologie de vestiges et qui ont tous comme point commun d'être vraiment sur le littoral, voire sous le littoral actuel. Vous avez tous en tête peut-être des images sur des grandes plages avec des bunkers qui sont à moitié effondrés, voire complètement... Donc effectivement, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué pour les archéologues. Alors, je parle du point de vue des Bretons. Si vous demandez à mes collègues en Normandie, par exemple, ils sont beaucoup plus avancés sur la question. C'est aussi des questions humaines, hein. Il y a eu des personnalités scientifiques qui se sont intéressées un peu plus en avance que nous à ces questions-là et qui ont vraiment pris, si vous voulez, ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale comme des sujets d'archéologie. Parce que ça paraît, peut-être vous en êtes convaincu, je ne sais pas, c'est pas évident pour tout le monde. Souvent on nous demande à quel moment ça s'arrête l'archéologie. Et moi j'essaie d'expliquer toujours que l'archéologie c'est pas un début et une fin et je sais pas, il y a 100 ans, après c'est plus de l'archéologie, ça serait je ne sais quoi. Moi j'essaie d'expliquer que l'archéologie c'est une méthode de travail, c'est d'ailleurs des multiples méthodes de travail. Mais c'est ça, en fait, fondamentalement, c'est comment est-ce qu'on va regarder un patrimoine, un vestige, un objet, un monument, etc., un paysage, avec des lunettes particulières. Et puis en pluridisciplinaire, en discussion, etc., etc. Et donc, à partir du moment où on accepte l'idée que ces éléments du patrimoine-là, très récents, peuvent être aussi étudiés avec les yeux, les lunettes de l'archéologue, et bien c'est vrai qu'il y a un champ d'investigation absolument extraordinaire qui s'ouvre à nous, mais qui nous pose beaucoup de problèmes parce que c'est aussi des milieux, enfin des zones qui sont très polluées, où il y a souvent des munitions encore, donc on ne peut pas intervenir comme on veut, évidemment. Et puis, c'est aussi une question de s'intéresser à cette période-là de la Seconde Guerre mondiale à travers ce qu'on appelle les militaria, donc les vestiges militaires, mais qui font un peu occulter aussi la vie, je dirais, quotidienne. Ça vaut pour cette période, ça vaut pour la Première Guerre mondiale, ça vaut pour tout le XXe siècle. Et donc, il faut aussi faire attention à pas uniquement s'intéresser, je dirais, ça serait le paradoxe absolu, d'aller s'intéresser aux vestiges du XXe siècle uniquement à travers les vestiges de la guerre ou des guerres. Donc, on essaye aussi de pousser pour une archéologie contemporaine qui ne prend pas en compte que ces vestiges-là, mais effectivement, on s'y intéresse de plus en plus. Mais pour vous donner un exemple, alors qui n'a rien à voir avec le littoral, on a prescrit une fouille tout récemment à Redon. Donc Redon, c'est une commune de Bretagne qui est dans les terres, en Ille-et-Vilaine. On a prescrit sur un hôpital.
du 19e siècle qui va être détruit pour être reconstruit. Et on a prescrit une fouille. On nous a dit, mais c'est du 19e siècle, quel intérêt? Mais non, parce qu'on a envie de s'intéresser aux hôpitaux du 19e siècle, comment il a été conçu, comment il a été organisé, les dépotoirs, les circulations, enfin bon, tout un tas de choses. Ça correspond aussi à une programmation du Conseil national de la recherche archéologique. Alors là, je fais un petit clin d'œil à Anne, parce qu'elle était évidemment extrêmement investie sur ces sujets-là, et notamment ces axes-là autour de l'archéologie de la santé. C'est des choses toutes nouvelles pour nous. Mais voilà, on va chercher des choses nouvelles. Donc là, je m'éloigne un peu du littoral, mais c'est aussi pour dire que c'est pas forcément... Enfin, c'est à nous, archéologues, d'arrêter de s'auto-censurer et de se dire, bah oui, il y a des choses à faire, donc allons-y. Et puis après, comment on fait et concrètement, comment on avance et qui finance, qui étudie, etc. Quoi. Après, ça pose d'autres questions. Et donc, pas de volonté de ne pas prendre en compte les vestiges de la Seconde Guerre mondiale ou même de la Première Guerre mondiale. Hein. C'est pour ce soir, on a fait un choix. Et qui ne comprenait pas cette chronologie-là, mais... n'ayez de doute que nous nous en préoccupons, même si parfois, effectivement, les dossiers sont complexes. Alors effectivement, dans le cadre du Conseil national de la recherche archéologique, donc je l'ai présidé pendant 10 ans, de 2014 à 2024, jusqu'à l'automne dernier. Et effectivement, on a travaillé sur, on va dire, les stratégies, ce qu'on appelle la programmation nationale de la recherche archéologique. Et le monde contemporain a été mis très largement en avant, alors qu'il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué. Et il y a des régions, effectivement, puis il y a des régions qui ont été directement touchées. Les Hauts-de-France peuvent pas faire autrement que effectivement d'être très très concernés. Le territoire a été touché et par la Première Guerre mondiale et par la Seconde Guerre mondiale, la Normandie également, et donc il y a des programmes de recherche, mais voilà, il fallait faire un choix, y compris de vestiges sur le littoral. Il y a des collègues qui s'en occupent, voilà. C'est pas complètement oublié, effectivement. Frédéric Leroy l'a dit, tout n'était pas possible. Ce soir, on fera d'autres conférences autour de la mer. Est-ce que vous avez encore d'autres demandes, d'autres questions? Merci. Non, c'est juste pour poursuivre la question sur les ports et sur les problèmes de réglementation et de mise en place, on va dire, des aspects opérationnels, et d'aller un peu plus loin dans l'eau. Qu'en est-il des parcs offshore? Qu'en est-il de la pose de câbles sous-marins parfois très envahissants, on va dire, sur les fonds, et voire des techniques de pêche qui peuvent, ma foi, remuer légèrement nos fonds sous-marins, en termes de réglementation et en termes d'opérationnel. Alors, en termes de réglementation, toute découverte sur le territoire national doit faire l'objet d'une information et d'une déclaration. Donc, que ce soit sur la bordure littorale, ou que ce soit dans 50 mètres d'eau, ou dans 2000 mètres d'eau, s'il y a 2000 mètres d'eau. Et que ce soit dans le cadre d'une découverte fortuite, imaginons un pêcheur qui remonte son chalut et qui remonte des vestiges, ou bien, et ce qui est bien, c'est quand il les localise, quand il sait que, le moment où ça a accroché, mais ça va être aussi le cas pour des industriels, et notamment dans le cadre des autres aspects qui étaient évoqués à l'instant, c'est-à-dire les câbles, les éoliennes et autres. Alors, l'archéologie préventive, elle s'applique, là encore, à terre et sous les eaux. Mais on est arrivé au début de la décennie 2010, là, avec un conflit, en fait, très clair, qui était d'un côté, la France s'engageait à produire de l'énergie dite verte de manière massive et avant 2022, si ma mémoire est bonne. Et puis de l'autre côté, une législation sur la mise en œuvre de l'archéologie préventive qui taxait au mètre carré. Et donc sur des superficies qui étaient extrêmement importantes. Et donc des aménageurs qui freinaient des quatre fers en disant, en fait, vous nous étranglez, on ne va pas y arriver, c'est trop. Et donc, à partir de 2013, le ministère de la Culture, le DRASM notamment, a proposé un mode à titre de test pour essayer de travailler directement avec ces grands aménageurs-là pour faire des évaluations archéologiques. Et aujourd'hui, ça a été intégré depuis fin 2017, et puis il y a eu une deuxième couche en 2018. C'est intégré dans le Code du patrimoine qu'il est possible, au-delà du premier mille marin, donc au-delà d'un kilomètre 812, si des projets doivent impliquer le sous-sol sous-marin français, eh bien, la possibilité de mettre en œuvre des évaluations archéologiques.
qui sont là encore financés par l'aménageur, avec différentes phases qui peuvent être mises en œuvre, avec un opérateur national qui va réaliser une partie, le ministère de la Culture qui va... Le moyen que vous avez sous les yeux, l'Alfred Merlin, le dernier des navires du ministère de la Culture, qui a été lancé aussi pour pouvoir répondre sur une des façades maritimes à ce type de travaux, parce qu'il en a la capacité, en même temps qu'il a la capacité de mettre en œuvre de la détection géophysique, d'emporter plus de 20 plongeurs sur zone. Et aujourd'hui, ces navires que vous avez vus sur d'autres photos, mais contribuent en fait à l'ensemble de la politique culturelle et des biens culturels maritimes. En revanche, pas sur le littoral, on ne va pas les bitcher. Juste pour compléter sur les éoliennes en mer, parce que c'est aussi un sujet qui nous rassemble, en fait, qui rassemble nos deux services, puisqu'évidemment, elles sont implantées assez loin, avec, on l'a dit, des câbles qui traversent les fonds marins. Et puis ces câbles, à un moment donné, ils arrivent à terre et ils continuent jusqu'à être raccordés à une centrale électrique un petit peu plus loin. Et donc, c'est vrai qu'on arrive à des travaux archéologiques communs, alors pas forcément dans les mêmes temporalités, mais on est bien en collaboration pour pouvoir accompagner les aménageurs jusque, je dirais, de l'éolienne jusqu'à la centrale au bout, et vraiment faire des évaluations archéologiques avec nos méthodes qui sont différentes, mais tout le long du parcours de ces câbles, par exemple. On a un cas très récent où effectivement on va vraiment accompagner entièrement l'aménagement voilà, du début à la fin. Après, certains aménageurs peuvent être tentés d'envisager qu'il puisse y avoir des dérogations un petit peu à certains aspects, et notamment les câbles de télécommunication ou autres ont un statut un peu particulier. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'on a matière à effectivement plusieurs conférences. C'est amusant parce que dans les discussions qu'on a eues sur comment on fait la première et est-ce que ce sera quoi les autres, il y avait les ports. Donc je crois qu'on va finir peut-être par en faire une sur les ports. Et puis il y avait effectivement le fait de dire aujourd'hui on reste sur le littoral, mais la prochaine fois, on ira quand même en mer. Donc voilà, il y aura d'autres conférences au Musée de la Marine autour de l'archéologie des milieux immergés et littoraux. Et il y aura évidemment d'autres thèmes de l'archéologie dans la cité. Le prochain est déjà fixé. Enfin, les deux prochains thèmes sont déjà fixés. Et la date de la prochaine conférence est également fixée. C'est le 20 octobre à l'Institut national du patrimoine. Et ce sera sur une thématique où on attend beaucoup de monde, la figure de l'archéologue. 3 petits points. Yes. Voilà. Et la conférence d'après sera au musée Carnavalet sur l'archéologie dans la cité, pour de vrai cette fois-ci, avec l'archéologie dans la ville. Voilà. Un immense merci. On croise avec sérénité tous nos vœux. Voilà, on prend quand même un peu de précaution, mais on se réjouit à l'avance de ce classement. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour cette très belle et passionnante conférence pour le cycle. Et merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.